Bah Vincent, je te laisse en parler, commencer, vu que c'est comme toi qui l'as écrit. Bah merci, bah, c'est un article. J'aime bien me poser des questions et essayer de trancher certaines grandes affirmations qu'on a tendance à donner sur la NBA. On en parlera après d'une autre sur est-ce que la défense fait gagner un titre. Voilà, c'était une grande question que moi je me suis posée. Ça part un petit peu d'une curiosité personnelle. Et pour faire ça, en fait, très simplement, hein, je suis allé chercher le nom des 5 joueurs avec le plus de temps de jeu en playoff depuis 1947. Alors, sur les quelques premières années, les 4 ou 5 premières années, Basketball Référence ne donne pas de temps de jeu en playoff. Donc, en lieu et place, j'ai pris les 5 joueurs qui ont tiré le plus de fois au panier, toujours en playoff. Et l'objectif, c'était donc de voir, bah, parmi ces 5 joueurs qu'on pourrait considérer comme étant les plus importants de l'équipe championne, eh bien, est-ce que cette équipe s'est principalement bâtie par le biais de la draft? Donc j'ai regardé le nombre de joueurs qui ont été draftés ou pas, avec quelques petites spécificités, on pourra peut-être en reparler plus tard. Ou à l'inverse, est-ce que ces joueurs ont intégré l'effectif par le biais d'un trade ou d'une signature lors de la free agency? Et j'ai scindé tout ça rôle par rôle. Alors, il a fallu faire de grandes catégories. J'ai appelé ça les role players, les lieutenants et le franchise player. Même si, bien évidemment, ça ne rend pas hommage à certains joueurs. Parce que, par exemple, Karim Abdul-Jabbar, pour son dernier titre, c'est le 5e temps de jeu des Lakers. Est-ce qu'on peut vraiment parler de lui comme un role player? Pour quel titre c'est le cinquième joueur? C'était le 5e joueur, ouais, le dernier titre, Sur le ça dernier doit être. titre, ah ouais, en temps de jeu? Ok. Après, il avait déjà 38 ou 39 ans, le brave papy, donc au bout d'un moment, il avait aussi le droit de se reposer un petit peu. Il y avait Warzy, il y avait Byron Scott, il y avait Magic. Bon, il avait un petit peu moins de temps de jeu, ce qui ne l'empêchait pas d'être toujours efficient d'ailleurs et de peser. Ouais, quand t'es le cinquième Petit temps de bras jeu, roulé. quand t'es le cinquième temps de jeu en finale NBA, c'est que t'es forcément un minimum impactant. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a il y a ces petites spécificités. T'en parles dans l'article, par exemple, pour certains titres, tu comptes un joueur comme Aki via un trade ou la free agency, alors qu'ils ont été draftés par leur équipe, parce qu'ils sont passés par d'autres équipes entre deux, comme LeBron James, par exemple, qui est Oui, passé voilà, ouais. par Miami et qui a gagné après avec Cleveland en revenant via la free agency. Et voilà, on peut difficilement considérer que LeBron en 2016, il est à Cleveland par le biais de la draft, étant donné que il est parti à Miami en 2010 et qu'il y est revenu 4 ans plus tard. Et j'ai fait le choix inverse pour certains autres joueurs. Et l'exemple le plus topique, c'est peut-être celui de Kobe Bryant, qui n'a pas du tout été drafté par les Lakers, mais qui a toujours porté ce maillot parce qu'il a été échangé le soir même. Je crois qu'il avait été drafté par les Hornets en 13e ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Et du coup, pour lui et d'autres joueurs qui étaient dans le même cas, j'ai considéré qu'ils avaient intégré le roster par le biais de la draft, ou à tout le moins le soir de la draft, quoi. D'accord, donc si c'est le soir de la draft, t'as compté comme de la draft, c'est ça, hein? Tant que le joueur n'avait pas porté un autre maillot au moment où il a été champion, ouais, j'ai considéré qu'il avait tout de suite intégré le roster. Alors est-ce qu'il a enfilé tout de suite la bonne casquette ou pas? À la limite, je me suis dit que c'était une considération assez annexe. Bien raison, ouais. Et par contre, dans le cas de LeBron James en 2016, ce que tu dis, c'est que tu l'as pas mis dedans. J'ai considéré qu'il était revenu par le biais d'un trade, encore une fois, hein, un trade au sens très large, Mhm. parce que entre-temps, il avait porté le maillot de Miami. Et d'ailleurs, par exemple, voilà, c'est un exemple assez intéressant. Il compte pareil dans mes recherches. J'en ai tenu de la même manière quand il gagne pour Cleveland et quand il gagne avec Miami, parce que dans les deux cas, il a intégré le roster par le biais d'un transfert. Ouais, effectivement, et puis il y a d'autres joueurs dans ce cas-là, tu les listes un peu, par exemple Jason Kidd, Derek Fisher, Sean Elliott aux Spurs, qui sont dans ces cas-là aussi, Dallas, Lakers et Et voilà, Spurs respectivement. et voilà qui ont pas Jason Kidd par exemple, bon, qui est de nouveau à Dallas, mais cette fois-ci avec sa casquette de coach. Voilà, il avait été drafté par Dallas. Ensuite, il a joué un petit peu aux Suns. Il est revenu lorsqu'il était vieux. Entre-temps, il y avait les Nets aussi. Il est revenu pour un baroud d'honneur du côté des Mavs pour remporter la sublime bague de 2011. Mais pour ça, je ne suis pas objectif. C'est vrai que tu es fan D'accord. des Mavs et moi fan du 8, on va se battre si on commence à parler de 2011. Ouais, on va faire la bagarre, toi et moi. Et Ouais. moi de LeBron, alors. Donc ça, Voilà, Je finalement, Quelle vais année? peut-être finir par me Quelle année? taire en fait. Vous parlez de quelle année, quel titre? 2011. Je me rappelle pas de je cette connais année. pas.
Moi, Je je me me souviens rappelle plus de pas. 2006, tu vois, c'est chacun son truc. Oui, c'est vrai que 2006, on est un peu sur la même dynamique. Ouais. Et donc tu commences par les role players, donc les 4e et 5e temps de jeu Oui, de l'équipe championne. effectivement. Ouais, alors j'ai essayé de fonctionner toujours un petit peu de la même manière. Alors c'est peut-être même trop académique pour un article basketball, mais j'ai toujours essayé de fonctionner rôle par rôle, donc cinquième temps de jeu, quatrième temps de jeu, jusqu'au premier, et essayer de déterminer un petit peu quel était le profil de ces joueurs à travers l'histoire. Dans un second temps, de vérifier est-ce qu'on peut mettre en exergue certaines périodes. Et on le retrouve. Alors pas spécialement sur la cinquième option, mais sur le quatrième, j'en parlerai un peu après. Par exemple, je me suis aperçu que historiquement, depuis 1947, et je me suis arrêté en 2022 dans l'article parce que je l'avais rédigé avant le sacre des Nuggets cette année. Historiquement, la cinquième option, c'est soit des stars sur le déclin, on va dire. Donc, c'est l'exemple de Karim Abdul-Jabbar que je donnais tout à l'heure. On peut aussi parler, par exemple, de Bob McAdoo en 1982, qui n'est déjà plus dans son prime. Bon, Bob McAdoo, il a eu un prime assez court. Mais ou Dolph Chase en 1955, ça faisait déjà 10 ans qu'il jouait au basket et il commençait à se faire vieux. Donc soit on avait des stars sur le déclin, soit des jeunes qui montaient. L'exemple le plus récent, c'est peut-être Jordan Poole en 2022, finalement. Bon, qui montait. À l'époque, il montait. Désormais, on verra ce qu'il va faire à Washington. La dernière catégorie de joueurs qu'on peut mettre en avant, c'est celle des spécialistes défensifs. Parce que, par exemple, Michael Cooper, qui a été défenseur de l'année, a été de nombreuses reprises pendant le Showtime des Lakers, il a été cinquième option. Et on retrouve aussi, par exemple, Dennis Rodman lors du premier titre des Pistons en 89, je dirais. Quelque chose comme ça. Ah ouais. Ça, c'est pour le profil des joueurs. Et ensuite, j'essayais d'estimer un petit peu quelle était la part dans l'histoire de la période au sein desquelles ces joueurs ont été le plus draftés ou le plus transférés finalement. Ouais, et finalement, on voit quand même que sur ces 5e et 4e options, la plupart des 5e options sont quand même des joueurs qui ont été récupérés via un trade ou à la free agency. Alors Et... attention, le graphique est très trompeur là, hein, parce que finalement il n'y a pas Ah beaucoup oui, c'est d'écart. vrai, On a oui, pardon. l'impression qu'il y en a un grand, mais en fait j'ai jamais réussi à réduire et à faire en sorte que ce soit plus agréable à la vue. Ah oui, pardon, oui. Donc en fait, c'est assez similaire finalement. Donc, là, on est à Oui, en 40, fait, et là, on est à 36, 40 et ou là, on est à 36 d'un 39 et côté. En 37. fait, pour les cinquièmes options, entre 1947 et 2022, 47,4% des joueurs ont été draftés. Donc, à contrario, il y a 52,6% des joueurs qui ont été transférés. Et c'est une tendance qui s'est en réalité accentuée depuis 1991. Alors, en fait, chaque période sera propre à chaque option parce qu'on ne pouvait pas fonctionner en gardant toujours les mêmes périodes. Là, je me suis aperçu que depuis 1991, en réalité, moins de 22% des cinquièmes options étaient draftées. Donc on constate l'accélération des transferts pour ces role-players. Et j'ai essayé de déterminer pourquoi. Finalement, c'est depuis 30 ans désormais, ces cinquièmes options étaient de plus en plus recherchées sur le marché des transferts et non plus à la draft. J'ai essayé d'amener une réponse, je ne sais pas si c'est la plus pertinente, mais j'ai surtout considéré que c'était parce que les superstars ont de plus en plus de place dans le cap, qu'il était peut-être vachement plus simple de chercher quelqu'un de bon marché, hein, sans offense, hein, mais un Jay Crowder, un PJ Tucker ou quelqu'un comme ça, sur le marché des transferts à moindre coût. Ouais, c'est une des solutions, c'est les transferts. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu aussi une grosse évolution au niveau des contrats qui fait que c'est plus simple à certaines périodes d'aller chercher des joueurs par trade ou des joueurs par la free agency plutôt que d'avoir, par exemple, je crois que c'était les Bulls de Jordan où Jordan prenait euh, beaucoup trop de pourcentage du cap Ouais. et du coup tu pouvais pas aller chercher le joueur à la free agency. Tu pouvais éventuellement choper un joueur à la draft, mais du coup, ce qui est intéressant, c'était de faire des trades pour pouvoir te renforcer. Ce qu'on peut noter aussi sur ces cas-là, c'est qu'on a
souvent dans les joueurs draftés, on peut imaginer qu'ils sont jeunes, à les premiers contrats, deuxième contrat, troisième contrat, et que c'est compliqué pour eux de faire des sacrifices sur les contrats qui sont pris. Tu as pris les équipes championnes. Je pense que le regard sur des contenders, qui est très compliqué à faire, hein, sur des contenders qui sont pas allés jusqu'au titre, peut venir confirmer ce que tu dis. Le meilleur exemple, enfin l'exemple qui me vient en premier, c'est l'exemple d'OKC, avec la génération Ibaka, Harden, Durant, Westbrook, qui au bout d'un moment a accumulé ses joueurs draftés. D'ailleurs, il y avait même Jeff Green avant, mais ils n'ont pas joué que tous les 5 ensemble, mais avait accumulé les joueurs draftés. Et au bout d'un moment, ben, le rookie qui arrive à la fin de son contrat, il a envie d'un contrat important. Et une quatrième option avec un contrat important, c'est impossible à faire rentrer. Alors qu'effectivement, si tu vas chercher un Ray Allen qui est un peu plus en fin de carrière, qui pour le coup peut accepter une mid-level exception et quand même tenir un rôle important, c'est un peu plus facile pour l'équipe de le faire rentrer là-dedans, quoi. Ouais, et puis t'as aussi le fait que bah, tu vas drafter des joueurs, mais avant qu'ils soient vraiment assez impactants pour avoir le 4e ou 5e temps de jeu en playoff, ils seront plus chez toi en fait, tout simplement. Ou ils seront très chers. Ouais, voilà, parce qu'ils, enfin, oui, voilà, c'est ça, ils seront plus chez toi parce que très cher ou juste parce que c'est quand même rare. Enfin, rare. Je me rends pas bien compte, j'ai pas vraiment les chiffres non plus, mais c'est quand même assez rare de faire 5, 6, 7 ans dans la même franchise quand t'es un role player. Encore plus aujourd'hui, en tout cas. Encore plus quand tu es drafté. C'est parce que quand tu es drafté, ça veut dire qu'en gros, tu arrives à l'été. On va dire, on prend l'exemple que tu viens de donner, 6, 7 ans. On va dire, tu arrives au bout de 4, 5 ans. Tu sens que tu es fort. Tu es capé dans ton rôle dans l'équipe parce que tu as 2 mecs au-dessus de toi ou 3 mecs au-dessus de toi qui sont plus forts. Tu peux avoir l'envie d'aller te frotter à autre chose pour voir un peu ce que tu peux faire au niveau supérieur. Ouais, complètement. C'est le cas enfin, le meilleur cas à chaque fois dans ces exemples-là, c'est James Harden, c'est celui qui me revient le plus vite. Ça aurait très bien pu être le cas de Jordan Poole, même si au final ils lui ont donné un énorme contrat et ils nous ont fait péter le plafond salarial. Et au final, il se retrouve à Washington dans un rôle plus important, même s'il l'a pas forcément demandé. Mais tu te retrouves vite face à ce cas-là, quoi. Ouais, exactement. Et puis ce que vous dites là, ça s'illustre assez facilement parce que, alors je prends que les exemples du 21e siècle pour éviter de remonter trop loin. Finalement, ils ne sont que 4 et 3, 7. 5e option à avoir été drafté. Effectivement, on voit que principalement, ce sont des joueurs qui sont là depuis 4-5 ans. Parce qu'on a, chez les Lakers de 2002, par exemple, on a Derek Fisher, qui était là depuis 96. Donc, c'est sa 6e saison. On a Manu Ginobili en 2003. Lui, il est drafté en 99, mais il arrive un petit peu plus tard parce qu'il reste en Italie. Tayshaun Prince avec les Pistons de 2004, il est là depuis 2 ans. Denis Aslem, bon, lui, on a l'impression il est même pas drafté, je crois, Denis Aslem Non, d'ailleurs. il est pas drafté, ouais, exactement. On a l'impression qu'il est dans la ligue depuis 1947, mais pas du tout. Ça faisait 3 ans qu'il était là lorsque Mais apparemment il était juste bébé en 47. Oui, oui, mais oui, et effectivement, je crois qu'il passait le bac en 49. Ouais, c'est Mais, ça. il avait 3 ans dans la ligue quand le Heat gagne en 2006, même si je préfère l'oublier encore une fois. Et en fait, la seule exception, c'est encore une fois Manu Ginobili avec le dernier titre en date des Spurs en 2014. Parce que là, ça faisait quand même 15 berges qu'il était là. Sinon, c'est vraiment des mecs qui sont là depuis entre 2 et 5 années. Sinon, effectivement, la plupart du temps, ils partent, quoi. Parce que Ouais. leur rôle n'est pas suffisamment important là où ils ont été draftés. Donc la plupart, en fait, c'est des rookies qui ont eu le temps d'éclore et de progresser un peu pour avoir un impact, mais qui sont pas restés qui ont pas pu rester assez longtemps, quoi. C'est un peu le constat qu'on peut formuler. Et puis dans ton cas de Ginobili, il pourrait presque rentrer dans les joueurs tradés ou acquis via la free agency parce qu'on est sur un joueur en fin de carrière qui accepte un contrat plus bas pour pouvoir jouer le titre. Un peu à la manière de ce qu'on va chercher quand on va chercher une 5e option que tu décrivais, qui est un ancien joueur important. Enfin, on retrouve cette notion-là, quoi. Oui, c'est exactement l'idée. Bon, après, lui, c'est presque un cas unique dans l'histoire. Enfin, peut-être pas unique, mais rare d'un gars qui a le niveau pour être All-Star, certainement le niveau pour être All-NBA, mais qui, pour le bien du collectif, accepte une 6e. Enfin, il était 6e homme, hein, finalement, Manu Ginobili pendant très longtemps. Et c'est ça qui fait qu'en réalité, il avait que, entre guillemets, le 5e temps de jeu des Spurs ces années-là. Parce que si on se basait uniquement sur son talent, bon, il aurait le 3e temps de jeu, peut-être derrière Duncan et Parker ou derrière Kawhi pour la dernière année.
Euh, Oui, donc on voit là, par exemple, les quatrièmes options par période sur ce graphe. Où on voit que c'est vrai que la tendance, c'est plutôt inversé selon les différentes périodes. Donc Et ça doit- alors pour les... Oh, pardon, excuse-moi, vas-y. je veux dire, ça doit correspondre aussi à des changements peut-être de statut dans la ligue, de contrat, où c'est vrai qu'il y a très longtemps, c'était très dur de bouger, t'avais des contrats de très longue durée. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus facile de bouger pour des joueurs, des role players dans des équipes contenders. Ouais, le constat que j'ai fait tout le long de l'article, c'est quand même que sur cette préhistoire de la NBA, on va dire sur ces 25 premières années, peu importe le numéro d'option qu'est le joueur, il était toujours majoritairement drafté. Parce qu'il y avait beaucoup moins de franchises déjà, et il y avait beaucoup moins de franchises pérennes. Il y en a quand même quelques-unes qui se sont écroulées au fur et à mesure des saisons, et parfois même très rapidement. Et je pense qu'en fait, les trades sont venus aussi avec l'évolution de la société au milieu des années 70 principalement. Le premier très gros trade qui me vient à l'esprit, c'est quand même Karim Abdul-Jabbar qui demande le sien au milieu des années 70 quand il part des Bucks. Ça doit être en 1974 ou quelque chose comme ça. Et voilà, après ça s'est un peu plus démocratisé, mais il est clair que sur les 20 premières années, d'ailleurs le graphique là le démontre, c'est que entre 1947 et 1967, pour les quatrièmes options, ben, 14,3% de trade. Donc ça veut dire qu'à contrario, il y a 85% des joueurs qui étaient quatrième option d'une franchise championne qui ont été sélectionnés à la draft. Si on extrapole un petit peu ce que tu présentes au travers des joueurs draftés, l'idée du joueur drafté ou du joueur acquis par un trade, on peut se dire aussi qu'il y a une notion un peu de stabilité dans le groupe, d'essayer de construire un projet long terme. Et on voit qu'on a longtemps été dans ce paradigme-là en NBA, en essayant de se dire que le but, c'est de construire quelque chose de stable et d'aller dans la durée. Et on a vu arriver, et ça, c'est un peu corollaire là, de ce que tu décris, avec le fait qu'on a de plus en plus de joueurs trade en quatrième, cinquième option dans les dernières années, avec l'arrivée des franchises qui prennent des risques, qui prennent des gros risques par moment, qui acceptent cette idée de prise de risque pour aller jouer un peu plus que la quatrième, cinquième place qu'elles avaient l'habitude de jouer. On a en tête Golden State quand ils font venir André Iguodala. On a forcément en tête Toronto quand il fait venir Kawhi, mais c'est pas que Kawhi qui vient. Je pense que Marc Gasol, il devait être dans ta quatrième ou dans ton cinquième temps de jeu. Ou Ibaka, qui sont des gens qui sont arrivés après et dans une construction un peu plus second temps. Et cette notion, elle pousse quand même en NBA, quoi. Oui, alors de toute façon, pour reprendre l'exemple des Raptors de 2019, parmi les 5 plus gros temps de jeu, il n'y a finalement que Pascal Siakam qui est deuxième temps de jeu à ce moment-là. Il n'y a que Siakam qui est drafté, hein. Parce que Danny Green, bon, il vient d'un trade. Marc Gasol, il arrive l'année même, c'est le quatrième temps de jeu comme tu le suggérais. Kyle Lowry, même moi je l'avais oublié, mais il vient pas de là en fait, il avait un petit peu vadrouillé. Ouais. Puis bon, Kawhi, effectivement, c'est peut-être le one-shot ultime, hein. On va en parler longtemps de cette prise de risque de Masai Ujiri, mais qui a payé. Bonsoir Jedi et Padawan dans le chat, j'espère que tu vas bien. Le pseudo est magique, hein. Ouais. La façon dont il est rédigé, c'est magique, hein. Membre du Discord du Basket Lab évidemment, qui est là quotidiennement et qui demande c'est quand le dernier champion NBA avec son FP avant son 3e contrat. Alors ça pareil, ça doit être C'est peut-être les Warriors de Curry, non? Bah oui, Curry, en tout cas, il est avant son 3e contrat, ça c'est sûr. Ouais, 2015, ouais. On a au moins ce cas-là. C'est assez Après, rare, quand hein, il je pense. devait déjà y être. Parce que LeBron à Miami, c'est son 3e déjà. Ouais, et puis c'est pas Ouais, un c'est le joueur 3e. d'ici. Peut-être que tu as Wade en 2006, Bah, c'est c'est même son sûr, premier. qui C'est est son avant. premier. Ouais, en 2006, contrat c'est rookie. Son premier contrat. ouais. Euh, Rip Hamilton, qui est première option en 2004, qui est un peu sorti de derrière les fagots. Ça devait être son 2e contrat parce qu'il a été drafté en 99. Ouais, alors après, Rip Hamilton, pour le coup, à Détroit, peut-être qu'en temps de jeu, il est premier. Mais les franchise Regarde. players, c'est peut-être un peu plus Billups et Rachid Wallace quand Et même. ouais, oui. De toute façon, pour cette franchise-là, c'est presque un cas d'école avec les 4 premiers temps de jeu qui sont très très serrés, hein. Mais c'est Hamilton qui avait le premier temps de jeu. Tu as Duncan sur l'époque 2003 et 99. 2003, je suis pas sûr que ça soit son 3e contrat. Ben, non, parce qu'il 97. arrive, Non, il est il drafté gagne en en étant rookie. 97. Il gagne Ouais, en donc ça en doit étant être- rookie, je crois. Donc,
En Oui, oui. 99, oui. Donc 2003, on doit être à la fin de son premier contrat, au début du deuxième, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est Shaq, assez rare. Shaq n'est certainement pas dans son troisième contrat, ou non, il doit pas l'être au début avec les Lakers parce qu'il est drafté 8 ans avant, donc peut-être pas. Et Mais peut-être au début du troisième avec les Lakers. Parce Peut-être au tout que début, ouais. c'est pas un trade, il arrive à la free agency de Et mémoire. c'est Donc vrai, ouais. ça doit être Sinon, le- encore une fois, le cas d'école, c'est Magic qui est MVP des finales rookie. Ouais. Mais ça, c'est des cas exceptionnels, quoi. Mais Bah oui, ce oui, serait une oui. bonne étude à faire aussi, à savoir le meilleur joueur, quand est-ce qu'il arrive. Mais je trouve que c'est une super question qu'il Mm. pose et Ouais, qui fait mais écho au débat qu'on a eu la semaine dernière, notamment autour de OKC, où j'étais le premier à parler de jeunesse. Alors, l'effectif dans son ensemble est jeune, et c'est peut-être une autre question qu'on pourrait se poser sur comment on construit une équipe championne. Mais avec le cas de Shai Gilgeous, qui est dans son deuxième contrat, qui est quand même pas bien vieux, et dont certains peuvent poser la question de son âge, de l'expérience, quand bien même c'est un joueur assez exceptionnel. Et je trouve que c'est une question assez intéressante qui fait écho au débat qu'on a eu la semaine dernière autour de Casey. Ouais, c'est vrai, ça, c'est c'est vrai. une question qui aura une réponse. J'ai pris note. C'est une question qui aura une réponse écrite et détaillée. L'étude va démarrer bientôt. Oui, voilà. On laisse passer la fin du mois, enfin la rentrée universitaire et on s'y recolle. Pour reprendre sur le sujet, après, t'es passé du coup forcément aux troisième option, les lieutenants de luxe. Oui, alors voilà, bon, c'est encore une fois une appellation qui n'est peut-être pas terrible. Mais les troisièmes options, bon, le premier constat que j'ai commencé par faire, c'est que, et c'est très logique, on a soudainement 60% de troisième option qui, avant d'être champion, ont été All-Star. Donc on a un changement de rôle également, un changement de statut du joueur. Mais finalement, rien de plus logique. Et on constate que l'évolution qu'on a vue entre la cinquième et la quatrième option, où les quatrièmes options sont légèrement plus draftées que les cinquièmes, ben cette tendance se poursuit. Parce que désormais, on a 52,6% des troisièmes options qui ont été draftées. Donc on passe au-dessus de la moyenne. On verra que c'est finalement une tendance qui sera confirmée par la suite de l'article. Donc surtout des All-Stars, évidemment déjà des All-NBA, mais ça c'est un focus que j'ai fait un petit peu plus tard dans l'article. Encore une fois, on peut raisonner par période, et là on a une grosse anomalie. Finalement, on a une anomalie de 17 ans. Parce que entre 1947 et 95, le deuxième titre des Rockets de la G1, 66% des troisième options ont été draftés. Donc 2 sur 3, hein, très clairement. Et soudainement, entre 1996, donc le deuxième règne des Bulls, on peut dire, et 2013, les Heatles, bah, soudainement, 94,5% des troisième options ont intégré l'effectif par le biais d'un trade. En réalité, il n'y en a que 1 sur 18, c'est Derek Fisher, encore une fois, il n'y en a que 1 sur 18 qui a été drafté. Alors ça, c'est une anomalie que je ne suis pas vraiment parvenu à expliquer. Surtout que depuis lors, on a un 50-50. Encore une fois, je me suis arrêté en 2022. Mais on est à un équilibre parfait, finalement, autant de draft que de trade. Ouais, là on est vraiment plus sur le cas de l'anomalie que d'une vraie explication enfin, une explication rationnelle, quoi. C'est vraiment Par contre, l'anomalie. quand même, au-delà de la question de drafter, pas drafter, moi ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est la question de l'ancien All-Star. Pourquoi? Parce que tu dis que c'est une évidence que c'est un ancien All-Star, mais ça n'est pas forcément tout le temps. On a parfois des troisième options qui sont des jeunes draftés et qui sont propulsés en troisième option. Et c'est intéressant de se dire qu'en fait, surtout sur ce rôle de troisième option, qui est un rôle de sacrifice, parfois, quand même, beaucoup, de se dire qu'il est plus intéressant d'aller chercher un ancien joueur All-Star avec de l'expérience plutôt que pousser un joueur plus jeune qui serait déjà dans la franchise et qui peut avoir comme envie, in fine, d'être calife à la place du calife, quoi. Et là, on peut prendre encore une fois ces deux cas, James Harden à OKC, on peut prendre le cas de Jordan Poole avec Golden State. Alors, ils sont champions en l'occurrence. C'est une troisième option dans l'idée, un peu, même si certains diront que c'est Wiggins. Je sors un peu des temps de jeu. Mais on peut se dire que derrière Clay et Steph, en tout cas offensivement, ils imaginent que la troisième option, c'est Jordan Poole.
Et ce qu'on se rend compte, alors ça a marché pour Golden State, mais vu de ce que tu nous dis, c'est que c'est pas le cas classique. Le cas classique, c'est je vais chercher un ancien joueur avec de l'expérience. Ce qui est super intéressant dans le cadre du contexte dans lequel on fait les équipes aujourd'hui, vu qu'on est sorti un peu de la question des Big Free, parce que là, évidemment, le Big Free, sûr, quand tu prends Chris Bosh, évidemment, c'est un ancien All-Star. Mais maintenant, on est beaucoup sur des constructions autour de deux têtes. Et d'ailleurs, tu reviens dessus dans ton article, et on va en parler après. Mais on est beaucoup plus aujourd'hui autour de construction autour de deux têtes, et après, construire un effet cohérent autour. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir en tête qu'on retrouve quand même plus globalement des joueurs expérimentés, anciens All-Star, qui ont la capacité peut-être de rentrer dans un bout de sacrifice, mais qui sont très talentueux, quoi. On pourrait aussi prendre l'exemple de Miami cette année qui cherche à trade pour Damian Lillard avec Hero en contrepartie. Ouais. C'est un peu dans ce même genre de cas où tu vas chercher un joueur déjà expérimenté, déjà meilleur aussi tout simplement, et j'ai perdu le mot, mais qui est implanté en NBA depuis longtemps et respecté. Et le cas où t'es un peu le cul entre deux chaises avec Tyler Hero. C'est-à-dire que, est-ce que Tyler Hero, ça doit être à Miami? Alors, Quentin, tu seras beaucoup plus précis que moi, mais est-ce que dans l'idée à Miami, ça doit être la première option B? Est-ce que ça doit être un joueur qui vient complémenter le duo Jimmy Butler à Adebayo? On peut avoir parfois l'impression que c'est pas toujours très clair. Hero, je pense que c'est un bon joueur, mais qui aujourd'hui a trop de responsabilités. C'est pas un joueur que tu veux spécialement balle en main. Et du coup, si tu peux l'échanger contre Damian Lillard, tu le fais les yeux fermés parce que tu passes dans une autre catégorie directement, quoi. Oui. Non, mais en tout cas, je veux dire, au-delà du trade de Lillard, c'est cette idée de la troisième option qui va être un peu qualif à la place du qualif. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, quoi? Et même en soi, si c'était un autre joueur que Lillard, je pense que aujourd'hui, tu as besoin d'avoir, dans l'effectif actuel tel qu'il est construit, tu as besoin d'avoir un scoreur et Jimmy Butler, t'as Bam Adebayo en troisième option, et là, Hero peut être ta quatrième option, en fait, qui est vraiment bien parce qu'il profite de toute la gravité des autres joueurs. Maintenant, est-ce que lui, il peut devenir cette option de scoring à côté de Jimmy Butler? C'est ça la grande question aussi. Parce que si le trade pour Lillard se fait pas et qu'il devient cette option-là, là, ça change vraiment tout. Et pour revenir à ce que tu disais, Ben, et faire le lien avec la question qui était posée avant, c'est quand le dernier champion NBA avec un franchise player avant le troisième contrat? Je suis un peu penché là sur les tableaux Excel, et je m'aperçois là maintenant tout de suite que, en fait, très rares sont les troisième options qui ont été draftées, qui étaient encore dans leur premier contrat. Tu donnais l'exemple de Jordan Poole. En fait, au 21e siècle, ce n'est tout simplement jamais arrivé. Super intéressant ça comme élément. Parce que, bon, la troisième option, factuellement sur le temps de jeu, la troisième option en 2022 chez les Warriors, c'était Draymond Green, qui a été drafté. Bon, ça faisait quand même un moment qu'il n'était plus dans son premier contrat. Avant ça, c'était toujours les Warriors, mais c'était Klay Thompson qui est drafté en 2011, donc pour... Si, je suis en train de vous raconter une ânerie. Mais Klay Thompson n'était plus dans son premier contrat, mais Draymond Green est troisième option en 2015. Donc là, il doit encore être dans son contrat rookie parce qu'il est drafté en 2012. Je pense que tu as raison, ouais. Après, c'est Avant un ça- deuxième tour. Est-ce qu'il est pas... Non, il doit quand même être dans le premier contrat, ouais. Je pense, ouais, ça faisait 3 ans qu'il était là. Et Bon, après, avant au-delà ça- du contrat, voilà, c'est cette notion de troisième année, quoi. Il est dans les 4 premières, quoi. Voilà, C'est ça qui tout à compte, fait. ouais. Et avant ça, j'allais même vous proposer de deviner qui c'était le joueur, mais je pense que le trouver, c'est tout simplement impossible. Avant ça, c'est la troisième option des Rockets de 95, qui est drafté, qui est connu pour avoir 7 titres, alors qu'il était quand même pas non plus fabuleux. C'est Robert Horry, quoi, en 95, qui était encore dans son contrat rookie. Et en fait, c'est très particulier parce que ça n'arrive quasiment jamais. Ok. C'est un constat à la volée, comme on pourrait dire. C'est Non, mais qui est intéressant. intéressant sur la construction des équipes. Alors Oui, après, il reste oui. la question des deux têtes de pipe, mais c'est Ouais. super intéressant sur la construction des équipes. Ouais. Et juste pour terminer sur ce que tu disais, où on a une certaine tendance qui s'est accrue ces dernières années de rechercher des vétérans en guise de troisième option. Ça, pour le coup, le 21e siècle, il n'y a que ça, hein. Ou presque que ça. Parce que parmi les joueurs qui ont été cherchés sur le marché des transferts, les plus récents, c'est KCP, que ce soit là en 2023 ou en 2020 chez les Lakers.
On a Jrue Holiday, on a Kyle Lowry à Toronto, on a J.R. Smith à Cleveland. Chris Bosh, Quentin en parlera mieux que nous. Sean Marion avec Dallas, qui était quand même pas loin d'être au bout du rouleau, qui était encore bon, mais qui n'était plus le bonhomme bondissant des Suns. Ray Allen chez les Celtics, on va pas tous les faire. Mais c'est vraiment une tendance, enfin c'est même plus une tendance, c'est une réalité. Une réalité. Désormais, C'est une réalité, c'est que ouais. la troisième option, c'est un vétéran cherché sur le marché des transferts. D'ailleurs, Quentin, est-ce que tu sais qui était ta troisième option en 2006? C'est pas Antoine Walker? Un indice, il est plus grand, il est plus gros. C'est 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 un Shaq? morning? C'est Shaq qui est troisième option. Walker, il était deuxième option. Ouais, Enfin, c'est ça, encore ouais. une fois, sur la seule base du temps de jeu, évidemment, hein, c'est Ouais. pas parfait. Je me C'est le disais gros bien qu'il y Shaq, avait un ouais. piège.